il ne s'agit pas là de parler d'art, parce qu'il ne s'agit pas d'art. Il s'agit de spéculation. Qu'est-ce que devenait ce lieu qui était à la gloire de Dieu, parce que c'était une église toujours en fonction d'église, hein, toujours sacrée. Eh bien, elle devenait un hall d'exposition à la gloire de M. Fromanger. Et le troisième hold, c'est que cet argent qui est versé par ce généreux spéculateur, hein, eh bien, est défiscalisé à 75%. Autrement dit, il impose M. Gérard Fromanger. M. Gérard Fromanger qui va exposer à Beaubourg. Il fait monter la cote de M. Gérard Fromanger grâce à l'argent public, défiscalisé à 75%. Donc nous allons payer les impôts sur cet argent que M. le mécène ne paiera pas. Nous faisons monter la cote de M. Gérard Fromanger, et M. Gérard Fromanger et M. Chalumet raflent la mise, puisqu'ils font monter cette cote grâce à Henri Duc. Alors Terrain Famille est une association qui a vu le jour le 8 décembre 2014 et qui, Terrain Famille, sa devise c'est s'enraciner pour s'élever. On n'invente rien de nouveau. On repart de ce qu'on considère être le socle de notre histoire, on reprend racine dans le tissu médiéval de notre culture. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, on accorde une grande importance au spirituel et il est présent partout dans toutes les actions de la vie. À chaque croisement de chemin, on a un crucifix parce qu'en forme de fourche, on ne sait jamais, il faut éloigner le diable. On prend racine autour de son église. Et nous, on veut retrouver donc l'église, le centre de notre vie, le chapelet, le cœur de l'église, l'Eucharistie, et puis son tissu de paysans, d'artisans, de commerçants. On aime la tradition, on aime nos racines, pas pour y rester et se figer là, mais pour aller de l'avant. On part du principe que pour aller de l'avant, comme dans un starting block, si ça n'existe pas derrière, c'est pas un starting block. Donc nos racines sont notre starting block en fait. Voilà. Et donc, pouvez-vous nous exposer les grandes étapes de l'histoire de la polémique dans une Donc, à Henri-le-Duc, nous avons la chance d'avoir une petite, une très belle église romane du XIe siècle. Et cette petite église romane a ému, sans doute, un mécène. En tout cas, il s'est présenté comme ça auprès du maire en 2011. Et ce mécène est allé voir le maire d'Henri-le-Duc en lui proposant d'investir dans son église. Bien sûr, monsieur le maire a répondu, mais bien sûr, monsieur le mécène, au contraire, investissez, nous avons besoin de restaurer les fresques. Et le mécène a répondu, non, moi ce qui m'intéresse, c'est les vitraux. Ah oui, mais monsieur le mécène, c'est dommage, parce que nous avons restauré précisément les vitraux il y a moins de 10 ans. Donc, à l'échelle d'un vitrail, c'est quand même pas grand-chose, c'est pas la peine de le refaire. Par contre, les fresques, j'insiste, on en aurait besoin. Non, moi, c'est les vitraux et rien d'autre. Et en plus, j'impose mon artiste. Donc, j'impose Gérard Fromanger. Alors, monsieur le maire est un peu embarrassé, mais néanmoins, c'est un projet qui s'impose du poids de ces 700 000 € et qui, donc, impressionne monsieur le maire, impressionne les institutions locales, les autorités locales, l'association des Amis de l'Église, impressionne l'Église en elle-même, à travers son prêtre, ne dit pas non. L'accord de principe est donné en 2011. Et puis, depuis 2011, rien. Or, monsieur le maire reçoit un coup de téléphone le 20 octobre. Alors, monsieur le maire, ça y est, les œuvres sont prêtes. Donc, 2011, 20 octobre 2015. Il faut que vous veniez absolument les voir. Elles sont à voir à Paris, dans les ateliers de monsieur Fromanger, place de la Bastille. Monsieur le maire s'exécute, prend son billet de TGV et file à la Bastille. Et là, il y a un choc. Et il a avoué, dans une réunion de conseil municipal, s'être dit, c'est pas possible, ça a été fait la veille. Mais il est abasourdi en fait. Et il sent une certaine pression, c'est-à-dire que l'artiste a répondu, même s'il a répondu d'une façon, à mon avis, pas très honnête. Effectivement, je pense que ce travail a été bâclé, très honnêtement, mais il a répondu, et donc il y a des coûts. Il y a déjà de l'argent engagé, puisque la commande a été passée, que les œuvres sont prêtes. Et donc, monsieur le maire d'un petit village en Bourgogne, est très impressionné en fait. Très impressionné par la machination qui s'impose par son poids et par la vélocité. C'est-à-dire pour une raison que l'on ignore, qu'on peut éventuellement deviner, le mécène et l'artiste sont très pressés, surtout le mécène. Il est très pressé, il faut maintenant que ce soit fait, que ce soit tout engagé avant la fin 2015. Et à ce moment-là, monsieur le maire, dans un joli réflexe, prend des photos, ramène toutes ces photos dans son village, en Henri-le-Duc, et organise une réunion publique. Cette réunion publique, il expose les photos en disant « Voilà, messieurs, dames, ce que nous allons mettre dans l'église ».
Et là, ça a été le choc. Une partie de la population, pas toute, a été abasourdie par le vide en fait, de ces vitraux. C'est pas seulement moche, c'est vide de tout. Absurde, désuet, démodé, de l'art de 68 moche. Donc aucune liaison dans le programme iconographique avec l'histoire de l'Église, avec le sens liturgique, spirituel de l'Église. Rien, le néant total. Très pauvre au niveau liturgique, comme dira plus tard le prêtre de la paroisse. Et de fait, c'est la panique qui va prendre certaines personnes les plus effarées par le projet. C'est la panique qui les prend et ils cherchent par tous les moyens la possibilité d'arrêter le projet. Et ils ont recours à Terre et Famille. Nous sommes à 4 km, le siège social de Terre et Famille est donc à Briand, à 4 km, un petit village qui a aussi son église romane, mais qui n'est pas classée, contrairement à l'église d'Anzilduc qui est classée. Et donc ils sont venus nous chercher pour intervenir. Et c'est à ce moment-là que Terre et Famille a mis en place le stratagème pour en arriver à l'issue heureuse d'aujourd'hui. Mais ça n'était pas gagné. Donc voilà la mise en place en fait Donc les différentes autorités, DRAC, la mairie, l'association des Amis de l'Église, l'association locale, le prêtre, à partir de ce moment-là, à partir donc du 22 octobre, tout le monde connaît la nature des œuvres de M. Fromanger. Et donc quel a été justement le rôle de la DRAC, de la direction des œuvres culturelles dans cette histoire? Alors c'est vraiment une très bonne question, parce que alors la DRAC, pour répondre directement à votre question, était complètement pour. Et c'est vrai que les questions qui nous revenaient régulièrement, par mail, par oral, c'est de nous dire, devant l'énormité et devant l'absurdité du projet, c'était de nous dire, bon, le maire a dit non. Non, le maire n'a pas vraiment dit non. Mais alors, l'Église a pris vraiment position, clairement et rapidement. Non, c'est pas tout à fait ça encore. La DRAC est à fond pour. Non, c'est pas possible. Les monuments historiques, oui, ils sont à fond pour également. Bah, la commission d'un sacré contre, alors forcément. Bah non, elle est plutôt pour. Donc, en fait, on s'est retrouvés devant à la fois un refus de prendre position, par exemple pour le maire, par exemple pour l'Église au plan local, ce qu'on peut comprendre. Encore une fois, au plan local, on peut comprendre que la décision soit difficile à prendre et qu'il y en ait besoin de ménager la chèvre à chou, mais c'est vrai que la position de la DRAC, alors que l'église d'Anzilduc est un monument classé, la position des monuments historiques est d'une mauvaise foi exemplaire dans cette affaire. On ne peut pas dire que ça corresponde à notre patrimoine. Les œuvres, j'invite donc à se plonger sur le site de Terre et Famille pour y reprendre les photos des œuvres de M. Fromanger qui étaient destinées à Anzilduc. C'est plus du décalage, c'est se moquer du monde. Et donc comment Terre et Famille a eu vent de cette affaire? Alors, la population locale, un petit peu tout à fait paniquée, nous a invités pour nous exposer l'enjeu, le problème, leur effarement, et pour eux, c'était le recours ultime et ils étaient très pessimistes. Pour la plupart d'entre eux, ça y est, c'était joué. Les propos du maire avaient été tellement virulents. Monsieur le maire n'a pas forcément bien analysé les données du problème, et je n'en veux à personne de ne pas les avoir analysées, dans la mesure où, pour une population très enracinée, très locale, d'artisans, de paysans, de gens, je dirais, qui sont restés, je dirais, très, très honnêtes, très, très sobres, le stratagème qui s'est mis en place à Anzilduc n'était pas compréhensible. Donc je peux comprendre que ces personnes n'aient pas vu le piège arriver. Néanmoins, voilà, c'est un fait, monsieur le maire a été très dur à l'égard des gens qui ont contesté le projet. Du coup, ces personnes se sont trouvées toutes désemparées, puisque le maire était à fond pour le projet, l'association locale qui était chargée de défendre l'église complètement enthousiasmée par le projet, et surtout enthousiasmée, évidemment vous avez raison, par les 700 000 euros. Donc une somme de cette importance aveugle et donne la fièvre en quelque sorte. Et les partisans locaux du projet ont été pris par cette fièvre de l'argent, mais de l'argent mal utilisé, c'est une arme contre soi-même en l'occurrence. Personne ne s'est étonné qu'un mécène puisse imposer ses velléités, ses prérogatives sur l'iconographie d'une église, ou même le maire n'a pas été choqué par... Alors, vous avez raison, c'est là aussi où monsieur le maire a fait une erreur, c'est qu'il a très peu fait participer l'église. Donc finalement, le prêtre, en fait, autour de l'église de village, il y a deux personnes qui ont autorité. Depuis la loi de 1905, le maire, quand le bâtiment est plus ancien que 1905, le maire et le curé, premier affectataire. Donc si le maire dit, en tant que propriétaire, on ne fait pas ça dans mon église, si le prêtre dit, il n'est pas question, ces vitraux sont contraires à
la liturgie, ou n'apportent rien à la liturgie, n'apportent rien de religieux, sont même contraires à la messe, eh bien, l'un des deux aurait pu stopper l'affaire immédiatement. Or, encore une fois, la pression liée à l'ampleur de la somme a fait qu'une inertie énorme s'est mise en route et personne n'a finalement osé relever l'absurdité de la chose. Et je dirais même que non seulement personne n'a osé relever l'absurdité de la chose, mais que tout le monde comptait sur l'autre pour le faire. Voilà. Parce que je pense que ces personnes étaient tout à fait contrariées. Encore une fois, le maire a dit en réunion de conseil, je me suis rendu compte que ces œuvres qui m'étaient proposées à Paris avaient été faites la veille. Donc il avait le sentiment de ce travail bâclé, de cette supercherie au fond de lui. Mais maintenant, c'est un autre problème de le dire, de le révéler. Et finalement, le maire a compté sur l'Église, l'Église comptait... et finalement, pendant ce temps-là, le projet avançait. Voilà. Et comme la DRAC, autorité en la matière, et les monuments historiques avaient donné leur accord, c'était l'écrasement, en fait, l'écrasement de l'argent et l'écrasement des institutions qui avaient pris parti pour le projet. Donc c'est Terre et Famille qui intervient. Et du coup, quelle forme de recours avez-vous opéré au sein de Terre et Famille? Vous avez opéré des recours plus législatifs, juridiques ou physiques même? Qu'est-ce que vous faites? Alors d'abord, je rends hommage à Anne Brassier, Anne Brassier, Aude de Queyros, Christine Sourgens, qui sont mes maîtres, en l'occurrence, pour mener ce genre de bataille. J'ai eu la chance, aux côtés d'Anne Brassier, de mener une bataille contre Murakami, contre Jeff Koons, contre Anish Kapoor à Versailles, dans les jardins du château. Et ça ne s'est pas soldé par des succès très extraordinaires, puisque ces expositions ont toujours lieu. Cela dit, on a réuni de nombreuses signatures, on a fait un peu vibrer, disons, le sujet dans un sens qui nous paraissait très important à relever. Mais ces opérations, ces échecs m'ont beaucoup enseigné et m'ont permis de ne pas prendre les mauvaises pistes sur une affaire comme celle d'Anzy. Notre premier réflexe a été de bâtir un argumentaire en béton armé, mais un argumentaire simple que tout le monde pouvait comprendre, y compris au niveau local. C'est-à-dire que c'est pas du mépris pour l'échelon local, mais c'est que quand on est à Anzy-le-Duc, encore une fois, on n'est pas au contact d'Anish Kapoor, de Jeff Koons, et on a un petit peu de mal à réaliser l'ampleur de la machinerie derrière. Donc, nous nous sommes concentrés sur la fabrication d'un argumentaire extrêmement simple, et nous avons relevé très vite un triple hold-up. Voilà, et que nous avons révélé. Nous avons révélé le triple hold-up sur l'argent public que représentait cette affaire. Alors, nous l'avons révélé premièrement en étant présents à des réunions publiques organisées qui, à l'origine, devaient rassembler la DRAC, le monument historique, le mécène, l'artiste, le maire, et qui devaient avoir lieu, si je ne me trompe pas, le vendredi 20 novembre. La première devait avoir lieu ce jour-ci, et le préfet a annulé la réunion parce que Terre et Famille avait sonné tambours et trompettes pour qu'en masse nous soyons présents à cette réunion, bien sûr, de travail, qui consistait à une réunion de chantier pour lancer l'opération de remplacement des vitraux. Donc nous sommes présents et nous l'avions fait savoir, et donc le préfet fait annuler la réunion. Mais nous sommes présents malgré tout. Nous sommes présents malgré l'annulation de la réunion. Et nous faisons en sorte que tout le monde soit présent malgré tout. Nous n'avons pas connaissance de l'annulation de la réunion par le préfet, nous sommes présents. Et nous avons donc les partisans locaux pour le projet qui vont vanter les mérites de ces 700 000 € et de ces nouveaux vitraux. Et nous avons Terre et Famille qui prendra la parole également à l'extérieur de l'église, je tiens à insister. Nous, contrairement à nos adversaires qui ont pris parole à l'intérieur, nous avons pris parole à l'extérieur de l'église. Et nous avons exposé clairement à ce moment-là, dans une espèce de... C'est vrai, c'était assez... C'était une présence physique assez forte, et on a, au niveau local, on a marqué notre territoire, incontestablement, avec notre argumentaire très simple en 3 points. C'est un fait que ce qui a été décisif, ça a été d'abord de ménager l'échelon local, d'essayer de trouver une cohésion malgré les tensions, en tout cas de ne pas attaquer et de ne pas rentrer dans les conflits de personnes, de bien faire attention de traiter les choses à leur bon niveau, et d'attaquer l'ennemi au cœur. C'est pour ça qu'on a gardé l'idée de l'élément financier, donc du triple hold-up, et que nous avons fait véhiculer par des lettres multiples envoyées aux différentes institutions, telles que la DRAC, les monuments historiques, le prêtre, la mairie, l'évêché, le mécène. Tout le monde a reçu des lettres que nous proposions nous, type avec pour faciliter le travail de chacun,
Et beaucoup se sont fendus de lettres très personnelles et quelquefois, très souvent magnifiques. Et ces différentes personnes, ces différentes autorités ont reçu ces lettres de façon massive et aussi des courriels. Donc les boîtes courriels devenaient inopérantes, saturées, les boîtes aux lettres se remplissaient à vue d'œil. Et donc cette démarche volontaire de ces personnes qui s'impliquent est beaucoup plus impressionnante, même si la pétition est une chose très bien, est un joli plus à une action de ce genre. Ce qui est vraiment déterminant, c'est que chacun prenne sa plume, chacun prenne une enveloppe, ou chacun prépare son mail, son courriel, l'envoie, et ça c'est très très marquant. Et nous le savons parce que le maire a été très impressionné de recevoir du monde entier dans sa petite bourgade, son petit village dans Île-Duc, recevoir des lettres du monde entier. Là, vraiment, ils étaient tout à fait stupéfaits de cela. Voilà. Alors les trois arguments forts pour nous, c'est donc ces arguments que nous avons fait valoir nous avons été présents aux réunions de conseil municipal, que nous avons fait valoir par voie de presse, par voie de mail, par lettre. Ce sont donc les arguments qui démontrent l'accaparement du bien de commun et de l'argent public. Donc la première aberration, c'est que les 30 vitraux, seuls 3 nécessitent une petite restauration. Les autres ont été restaurés, voire complètement démontés et remis à neuf pour ceux du chœur, il y a moins de 10 ans. Donc les vitraux ne sont pas à remplacer. Encore une fois, je rappelle que le maire a été content de voir arriver des sous pour les fresques, pas pour les vitraux. Donc sur les 30 vitraux, il n'y a que 3 qui présentent une petite faiblesse. Et aujourd'hui, on a fait évaluer le chantier, je crois qu'on est à 700 € par vitrail à restaurer. Donc ça va être largement faisable par nos généreux donateurs. Et donc ces 30 vitraux ont été restaurés il y a moins de 10 ans avec l'argent de la région, avec l'argent public, avec des subventions. Et ce qui est proposé pour ces vitraux par le mécène et l'artiste, et les autorités acceptant cette chose, c'est de les démonter. Et pour le vitrail du chœur qui représente la Sainte Croix, c'est de le mettre dans la crypte. C'est formidable, un vitrail dans une crypte, c'est très intéressant, très logique. Donc autrement dit, ces vitraux étaient voués à la poubelle, il faut quand même pas être naïf. Donc autrement dit, c'est l'argent public qu'on se permet de mettre en caisse, qu'on se permet de mettre à la poubelle. Premier hold-up. Donc à la limite, c'est ce que je disais au maire, monsieur le maire, vous n'avez donc pas besoin de l'argent public, puisque vous vous permettez de mettre cet argent, moins de 10 ans plus tard, à la poubelle. Donc hold-up sur l'argent public. Le deuxième hold-up, c'est que qu'est-ce que devenait l'église d'Anzy-le-Duc, qui est célèbre dans le monde entier, du XIe siècle, classée, avec un magnifique clocher octogonal, dans un prieuré absolument époustouflant, conservé de façon admirable par des générations et des générations d'Anzymois. Et donc, qu'est-ce que devenait ce lieu, qui était à la gloire de Dieu, parce que c'était une église toujours en fonction d'église, toujours sacrée. Eh bien, elle devenait un hall d'exposition à la gloire de M. Fromanger, tout simplement. Donc, autrement dit, on transformait notre patrimoine, qui appartient à tout le monde, et qui est là qui est la maison du Seigneur, et bien on la transformait en hall d'exposition permanent, en showroom à la gloire de M. Fromanger. Donc c'est aussi un hold-up. On n'a pas à s'accaparer de... Et le troisième hold-up, c'est que cet argent qui est versé par ce généreux spéculateur, eh bien, est défiscalisé à 75%. Autrement dit, ce monsieur impose un ami à lui. Il faut savoir que ce monsieur Chalumet, puisqu'il a voulu rester anonyme, mais nous l'avons démasqué, ce monsieur Chalumet qui habite Chauffaille, en Saône-et-Loire, est un collectionneur d'art contemporain. Et qu'il a imposé son ami, Gérard Fromanger. Autrement dit, il impose M. Gérard Fromanger. M. Gérard Fromanger qui va exposer à Beaubourg. Il fait monter la cote de M. Gérard Fromanger. Grâce à l'argent public, défiscalisé à 75%. Donc nous allons payer les impôts sur cet argent que M. le mécène ne paiera pas. Nous faisons monter la cote de M. Gérard Fromanger. Et M. Gérard Fromanger et M. Chalumet raflent la mise, puisqu'ils font monter cette cote grâce à Anzy-le-Duc. Et ce qu'il faudrait quand même rappeler, c'est qu'un mécène, c'est quelqu'un qui perd de l'argent, c'est quelqu'un qui donne de l'argent, c'est pas quelqu'un qui spécule. Or, nous sommes en présence de spéculateurs. Donc c'est pas du mécénat. Et ce sont ces trois éléments qui ont, je pense, fait fuir les spéculateurs. Les personnes qui envisageaient de considérablement ternir Anzy-le-Duc. Et comme nous le disions tout à l'heure, nous n'avons pas cherché à justifier notre position en tant que catholique ou attaché à l'art. Nous avons assez peu utilisé ces cordes-là. Nous avons utilisé l'attaque. Voilà. Donc vos mécènes, votre mécène, l'artiste ont pris l'argent à leur coup. Et quelles ont été les fins de l'affaire? C'est bien terminé, il n'y a plus de possibilité pour l'artiste de faire recours.
Non, il n'a plus aucune possibilité parce que son mécène a pris peur, tout le montage financier est effectivement démasqué, et surtout nous avons, et là j'exprime toute ma gratitude à Monseigneur Rivière, évêque d'Autun, qui a courageusement pris position contre le projet. Et il a fallu que l'affaire monte à son niveau pour que l'affaire définitivement trouve une fin heureuse. Et c'est en ça, si vous voulez, qu'il y a une leçon pour moi extraordinaire pour les combats à venir, c'est que notre Église n'est pas morte. Notre Église souffre, c'est incontestable, mais que notre Église, c'est nous. Et que, comme nous avons terminé d'ailleurs dans Terre et Famille, en disant que finalement, ce qu'il faut réaliser, c'est que Gérard Fromanger avait clairement dit que son œuvre, parce qu'on lui a dit, mais les 3 vitraux du cœur sont neufs. Terre et Famille a utilisé cet argument-là. On s'est dit, si on sauve la croix, on sauve l'Église. Parce que Gérard Fromanger avait clairement dit depuis le départ que son œuvre n'était pas compatible avec la Sainte Croix. Donc on s'est dit, c'est simple, vous faites ce que vous voulez avec les autres, mais nous on garde la Sainte Croix. Autrement dit, on savait qu'en sauvant la Sainte Croix, on sauvait l'Église. Et donc on a conclu là-dessus, sur Terre et Famille, c'est la Sainte Croix a sauvé l'Église. Parce que c'est elle qui a gagné, c'est incontestable que c'est elle qui a gagné. Et puis, une chose importante, c'est de relever donc, pour attaquer au cœur, de relever toutes les anomalies. Parce que il ne s'agit pas là de parler d'art, parce qu'il ne s'agit pas d'art. Il s'agit de spéculation. Et l'art contemporain, comme le dit très bien Aude de Carrosse, existe. C'est-à-dire qu'il y a de véritables artistes d'aujourd'hui qui créent, et qui créent du beau, et le beau est éternel. Mais là, nous ne parlons pas d'objectifs artistiques, de création, nous parlons de spéculation. Donc il est très important de relever les arguments clés, de les ourdir, de les aiguiser comme autant de lances, de flèches qu'on lance à son ennemi. Donc il faut vraiment se tenir à une stratégie et ne pas en déroger. La société civile peut encore intervenir en cas bon entendeur. Exactement, la société civile peut intervenir et même, je dirais, doit maintenant intervenir. Aurélie Mignon, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions du Rouge et Noir. Je vous en prie.